Par exemple, si je cherche cabinet avocat Paris, et ben, je vais avoir plein de sites et ce que je vais pouvoir faire avec un robot, c'est lire les pages et regarder, récupérer tout ce qui ressemble à une adresse email. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi c'est une grosse connerie. Maintenant, là, vous vous dites, c'est très bien, Paul, c'est cool ce que tu nous montres, mais où est cette histoire d'Indien, en fait? À quel moment l'histoire, elle commence? Attendez, ça arrive. Je vais te raconter l'histoire qui a commencé très simplement. J'avais besoin d'envoyer des mails en dehors de mon audience pour tester des offres. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à payer des Indiens très très douteux pour obtenir des outils chers qui m'ont permis d'obtenir avec l'intelligence artificielle des milliers de mails pour ma campagne. Donc je vais te raconter cette histoire, mais dans cette vidéo, tu vas apprendre plein de choses. Déjà, tu vas apprendre évidemment comment toi aussi tu vas pouvoir obtenir des milliers d'emails ciblés, c'est-à-dire que c'est pas des emails aléatoires. Tu vas pouvoir cibler n'importe quelle niche, même n'importe quelle cible. Les emails, tu vas les obtenir quasiment gratuitement. Tu peux commencer ta première campagne à 20 € pour 3000 ou 5000 emails. Il n'y a aucun problème. Je vais surtout t'apprendre aussi ce que c'est que la délivrabilité et pourquoi scraper des mails, c'est une mauvaise idée quand tu fais de l'emailing. Et ça, c'est un truc que vous voyez souvent sur Internet. Oui, j'ai réussi à scraper plein d'adresses email. Et il y a beaucoup de vidéos qui tournent comme ça. Mais c'est généralement des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber parce que ça va marcher au début et puis après, votre nom de domaine va se faire ban. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut vraiment comprendre ça. Évidemment, je vais vous expliquer comment j'ai pu obtenir j'ai eu accès à des outils pour le prix de 2 cafés à Paris. Donc, c'est une liste d'une cinquantaine d'outils. La plupart ont un focus sur le SEO et c'est grâce à ces outils que j'ai pu avoir mes leads. Et dernier point, je vais te montrer comment shooter des emails à froid sans prendre de risques pour ton nom de domaine ou ta réputation. Ce qui est le plus gros problème dans l'email à froid. J'avais besoin de contacter des gens pour tester des offres et je voulais pas vraiment le faire dans mon audience parce que tu vois, le problème quand tu as une audience et que tu veux vraiment tester un truc très ciblé, c'est que tu peux pas, par exemple, je pourrais pas faire une vidéo l'intelligence artificielle pour les cabinets d'avocats. Ça aurait pas vraiment de sens en fait. Il y aurait peut-être 2% ou 1% de mon audience que ça intéresserait. Et puis la vidéo ferait un flop. Derrière l'algorithme, il me défonce la tronche. Et mes vidéos, elles marchent plus du tout. Donc, quand tu es créateur de contenu, c'est très difficile de cibler précisément des business. Et c'est là où la prospection directe, c'est vraiment un super pouvoir. Et d'ailleurs, c'est évidemment puissant pour n'importe quel type de personne qui est soit entrepreneur, indépendant, ou même si tu es salarié et que tu bosses de près ou de loin dans le pôle acquisition de ta boîte, savoir prospecter, que ça soit par email, par message ou même par téléphone, c'est vraiment, pour moi, c'est indispensable en fait. Rien que pour tester ces offres, rien que pour tester ces messages, rien que pour avoir des retours directs des gens, pour voir l'intérêt ou pas, et puis même simplement pour aller chercher des leads que normalement tu n'aurais jamais pu avoir. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, pas si difficile que ça à faire. La réussite est haute. Par exemple, moi, quand j'ai commencé la prospection par mail, j'ai signé mon premier contrat dans les 60 premiers mails. Vraiment. Alors que j'avais jamais fait de mailing avant. Donc, je pense que c'est à la portée de n'importe qui. Franchement, il n'y a pas besoin de faire des trucs très compliqués. Hein. Moi, j'avais un objet très très simple. Derrière, j'ai juste dit, je vais pas vous faire perdre du temps. Non, j'ai mis un truc du style, je vais faire court parce que j'imagine que vous êtes occupé. Après, je me suis présenté en une ligne, mais vraiment très très simple. Faut pas raconter sa vie. Une ligne. Et après, j'ai expliqué le problème que je pouvais résoudre pour eux en 2-3 lignes. Et après, je leur ai dit que je pouvais leur présenter une démo si ça les intéressait. Voilà. Franchement, j'ai juste fait ça. J'ai pas fait de personnalisation. J'ai pas essayé de savoir qui était la personne à qui je contactais, la taille de l'entreprise. J'ai pas essayé de faire un début de message personnalisé. C'est pas nécessaire en réalité. Hein. Vous prenez pas la tête. J'ai pas essayé de faire le malin. J'ai juste été factuel. Voilà.
je suis telle personne, je fais ça, je peux vous aider à résoudre ce problème, on peut en discuter. Et franchement, j'ai signé un contrat, quoi, en 60 mails. Donc, c'est clairement utile. Alors moi, je fais pas des masses de mailing, j'en fais régulièrement, mais on va dire que je suis pas un gros shooter d'email. Donc, si je vais vous apprendre beaucoup de choses, par contre, je vais vous amener jusqu'à shooter vos premiers milliers d'emails par mois. Par contre, si vous voulez apprendre à shooter plus de 10 000, 20 000 ou 50 000 emails par mois, c'est pas moi qu'il faut aller voir. Voilà. Pour la plupart des personnes, quelques milliers d'emails, ça suffit, quoi. Donc au début, j'étais un peu naïf et je me suis dit, bah, je vais scraper ces mails. Donc pour ceux qui ne savent pas, scraper, c'est un robot web qui va parcourir les pages web pour récupérer des informations. Et évidemment, moi je suis dans l'automatisation, je sais scraper. Je me suis dit, je vais scraper des mails. Et c'est là où en fait, j'ai ouvert une porte. C'est la porte de la délivrabilité. Et ça, c'est super important à comprendre dans l'emailing. Et en fait, je me suis rendu compte que scraper des mails, c'était vraiment pas une bonne idée. Tu vois, ça fait à peu près 15 ans que pour quasiment tous mes projets, j'ai fait du scrapping. Pendant ma thèse, j'ai scrappé une base de données de 300 000 malwares Android et plusieurs millions d'applications saines pour entraîner un antivirus. Pour un ami, j'ai scrappé tout le site Hotsportal pour avoir une base de données de cotes. Tu vois, j'ai réalisé ce genre de projet, donc je me suis dit, bah, évidemment, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Il y a plein de manières de scraper des contacts. Google Maps, c'est un truc que vous allez revoir souvent. Par exemple, là, si je voulais récupérer tous les cabinets d'avocats sur Paris, on voit qu'on va les trouver sur Google Maps. Souvent, bah, ils vont mettre leur numéro de téléphone, leur adresse, et même souvent, ils vont mettre des mails, si on regarde sur leur page. Et donc, on peut faire ça pour toutes les villes de France. Et il y a des logiciels qui permettent de automatiser le navigateur pour qu'il navigue un peu partout sur la carte, qui récupère les cabinets avocats ou autre chose. Et donc ça, c'est un moyen de scraper massivement toutes les données publiques. Et après, ça en fait des leads, quoi. Bon, des leads qui n'ont pas OPT-in, ça je vais en revenir plus tard, mais c'est des leads quand même. Donc il y a cette méthode. Évidemment, il y a LinkedIn. Et ben vous pouvez scraper des gens qui répondent à un post, qui like un post, qui commentent un post, simplement des gens qui correspondent à une recherche particulière. Je pourrais rechercher là les cabinets d'avocats et avec un logiciel qui automatise, et ben vous allez pouvoir récupérer en masse des gens dans une cible précise. Problème de ça, c'est que c'est un peu lent sur LinkedIn. Le mail, c'est quand même plus rapide. On peut contacter plus de personnes. Donc, et ça implique plus de complexité en termes de logiciel, je trouve, d'automatiser LinkedIn. Surtout que LinkedIn déteste l'automatisation et le compte risque de se faire ban si c'est découvert, quoi. Donc il y avait ces possibilités, et évidemment la dernière, c'est vous faites une recherche web, et en fait, par exemple, si je cherche cabinet avocat Paris, je vais avoir plein de sites, et ce que je vais pouvoir faire avec un robot, c'est aller sur chaque site et aller lire les pages et récupérer tout ce qui ressemble à une adresse email. Donc ça, c'est des trucs qu'on peut faire. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi c'est une grosse connerie. Alors, c'est là où il faut comprendre comment on délivre des mails. Parce que ça a l'air un truc vraiment bateau, mais ça l'est absolument pas. Donc en fait, ce qui se passe, toi, tu t'en rends pas forcément compte si tu envoies quelques mails, mais quand tu vas commencer à envoyer beaucoup d'emails, tu vas voir toute la complexité de ce que c'est que délivrer des mails. Donc imaginons, toi, t'es ce mec-là, et tu apportes un paquet de mails à délivrer à Gmail. Bon, ce que je dis, ça marche pour Gmail et pour tous les autres. Et en fait, tu vas toquer à la porte de Gmail, et Gmail va te dire t'es qui, combien tu m'apportes de mails, est-ce que tu as une bonne réputation. Si j'apporte un peu trop de mails, il va me dire ouais, non, mais t'as vu l'heure, c'est pas l'heure d'apporter autant de mails. Et donc là, en fait, il va commencer à poser des questions et il va falloir avoir les bonnes réponses. Donc là, je vais vous donner vraiment un résumé très compréhensible de comment ça fonctionne. C'est vraiment un iceberg en lui-même, la délivrabilité. Techniquement, c'est très compliqué. En plus, c'est souvent des algorithmes qui sont secrets, tenus secrets par chacune des plateformes d'email.
Donc généralement, c'est des choses qui se retrouvent à force de faire des essais et des erreurs, c'est comme ça qu'on comprend un peu quelles sont les règles à respecter. Donc je vais simplement vous en expliquer le résultat final, quoi. Donc ce qui peut se passer à partir de là, suivant les réponses à toutes ces questions, il peut dire soit: «Oui, j'accepte de livrer tes mails aux bonnes personnes, aux personnes que tu m'as dit». Soit il dit: «Bah, en fait, je vais t'en prendre une partie et puis les autres, tu reviens plus tard». Ou alors, il te dit: «Non, mais toi, j'ai pas envie, que tu délivres des mails chez moi, donc reviens plus tard ou même reviens jamais». Voilà. Donc ça, c'est un peu les types de réponses qui va arriver. Évidemment, quand vous envoyez des mails un par un, vous allez pas vraiment voir ça parce que, les fournisseurs, ils vont accepter. Dès que vous envoyez, un mail un par un, ça pose pas de souci. Mais si vous arrivez avec des paquets de 100 ou de 1000 mails, là, c'est pas le même délire. Ou, si vous arrivez, si vous toquez à la porte, toutes les 2 secondes, ça va pas être le même délire non plus. Alors après, suivant le résultat de ça va affecter votre réputation. Et donc la réputation, en fait, c'est lié à votre nom de domaine plus IP. Donc, par exemple, si vous êtes abonné à ma newsletter, et je vous conseille de vous abonner, lien en description, évidemment, vous allez recevoir un mail avec mon nom de domaine. Ce nom de domaine a une réputation. C'est-à-dire que si je commence à envoyer du spam et que des gens se plaignent, eh ben, ma réputation va baisser. Et ça veut dire que les fournisseurs d'accès vont commencer soit à mettre mes mails en spam, ou une partie des mails en spam, soit vont carrément me refuser. Donc c'est lié à deux choses, mon nom de domaine et mon IP. C'est-à-dire que quand vous avez votre boîte mail, cette boîte mail, elle a un IP. Et par exemple, vous créez différents noms de domaine que vous le reliez à la même boîte mail, en faisant des alias par exemple, en termes de réputation, ça ne changera rien. Parce que ça sera toujours la même IP qui va envoyer les mails. Donc, c'est pas que le nom de domaine. Si vous faites des alias, ça changera strictement rien. Vous ne pourrez pas contourner ces histoires de réputation. Et donc ça, la réputation, c'est vraiment la ressource qu'on va manager quand on va faire de l'emailing à froid et surtout quand on va atteindre certains volumes. C'est ça qui va être important de regarder. Et donc, maintenant, je vais vous dire quels sont les facteurs qui vont influencer ça. Parce que ça va faire que soit vos mails vont être délivrés, soit ils vont pas être délivrés. Et donc, s'ils sont pas délivrés, bah, en fait, votre truc sert à rien, quoi. S'il y a des adresses mail que vous avez contactées qui n'étaient pas valides, par exemple, bah, il y a un utilisateur qui a fermé sa boîte mail, alors que vous avez encore sa boîte mail dans votre base de données, et ben là, vous allez prendre des points négatifs. Parce que les plateformes se disent comment ça se fait que on essaye d'envoyer des mails à des adresses qui n'existent pas. C'est plutôt un comportement de spammer qui récupère des adresses mail en masse sur Internet. Évidemment, il y a une certaine tolérance parce qu'il peut y avoir des gens qui juste arrêtent d'utiliser leur boîte. Après, le deuxième point, c'est est-ce que les gens ont ouvert les mails? Parce que si personne n'ouvre les mails, Gmail ou Outlook ou Orange ou Yahoo vont se dire: «Bah, en fait, cette personne envoie des mails, pas intéressants». Donc au bout d'un moment, ils vont faire passer une partie des mails en spam. Juste pour voir si, les gens qui reçoivent les mails font quelque chose avec ces mails. Est-ce qu'ils, vont dans la boîte de spam les enlever de la boîte des spams? Est-ce qu'ils cliquent dessus? Est-ce qu'ils les lisent quand même ou pas? Et en fait, ils vont analyser ces comportements et ils vont ajuster ta réputation en conséquence. Et donc après, il y a un truc qui va jouer beaucoup, c'est est-ce qu'ils ont cliqué sur un truc dans le mail? Parce que le fait de cliquer, c'est considéré comme étant un gage d'intérêt. Et donc c'est ça qui joue le plus. C'est est-ce qu'ils ont cliqué sur un truc? Ça va faire monter votre score. Un autre point, c'est est-ce qu'ils ont répondu aux mails? Donc ça, je sais que ça joue dans la réputation. Par contre, c'est pas forcément évident de savoir si ça joue à la hausse, à la baisse et en quel degré. Mais en tout cas, c'est un truc qui est traqué. Mais c'est pas facile à dire. En toute honnêteté, même si tout le monde vous dit que c'est un bon point, c'est pas évident que ça soit forcément un bon point tout le temps. Donc, et le dernier point, et ça c'est un point super important, est-ce que l'adresse était un piège à spam? Et c'est là où en fait je vais devoir vous parler de ce que c'est qu'un piège à spam. Ce qui se passe, c'est que il y a énormément de gens qui font du spam. Et ça depuis qu'Internet existe, mais ça augmente en plus avec l'automatisation, l'intelligence artificielle, le nombre de spams est délirant. Donc les fournisseurs d'accès
les plateformes de mailing ont besoin de se protéger contre ça, sinon les utilisateurs vont juste arrêter d'utiliser leur boîte mail. Évidemment, il y a la réputation dont je viens de vous parler, mais il y a aussi un truc qu'ils mettent en place, c'est qu'ils tiennent des listes noires de mails qui sont des pièges à spam. C'est-à-dire que si on les contacte sur ces mails-là, ils ont l'information que vous êtes un spammer. Suivant les fournisseurs d'accès, il va y avoir une certaine tolérance. Et donc là, vous me dites, mais comment ça se fait que dans ma base mail, il peut y avoir un piège à spam? Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que déjà naturellement, certaines adresses mail vont plus être utilisées. Et en fait, les plateformes de mail vont utiliser ces adresses mail comme piège à spam. C'est-à-dire que si ça fait des années que personne n'a contacté une adresse mail, ils vont récupérer cette adresse et dire « Ok, maintenant je sais qu'elle est inactive, plus personne l'utilise. Si quelqu'un m'envoie un mail là-dessus, ça veut dire que c'est un spammer qui a récupéré cette adresse. » Une manière, c'est que des fois, il y a des adresses mail, des fausses adresses mail qui sont mises dans le code HTML de pages web. Et donc, du coup, quand les robots vont analyser les pages web et vont trouver cette adresse mail, même si elle n'est pas forcément visible sur le site web, ça va être ajouté, quoi. En fait, cette adresse, elle n'existe pas. C'est un spam trap. C'est fait exprès pour savoir si on a scrappé le site web. Et donc, du coup, si vous faites du scrapping, ou si, par exemple, vous achetez une base de données, ça existe des revendeurs de bases de données d'email, je vous déconseille d'utiliser ces bases parce que souvent, elles ont été obtenues avec du scrapping. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver avec plein de spam traps dedans. Et vous allez envoyer 500 mails, et puis après, votre nom de domaine, il est mort, quoi. Donc, ça, c'est des pièges à éviter, et c'est pourquoi il ne faut pas faire de scrapping. Donc maintenant, là, en fait, on est retour à la case départ. Parce que je vous expliquais qu'on ne peut pas faire de scrapping, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc si on évalue un peu toutes les options qui se présentent à nous, je vais commencer par l'option la pire, c'est Black Hat. Donc il va y avoir tout ce qui est évidemment hacking, évidemment des bases de données tombées du camion. Il y a aussi des gens qui vont récupérer des bases de données de leur ancienne boîte. Moi, évidemment, je vous déconseille de faire ça vivement. C'est une très très mauvaise idée. Et c'est un risque que vous prenez personnellement. Alors déjà, évidemment, il y a les spam traps. Mais ce qui se passe dans de nombreuses entreprises, c'est qu'ils vont rajouter des adresses piégées. Et en fait, ils vont rajouter des faux clients dans leur base de données. Et ce qui va faire que si vous les contactez sur ces adresses mail-là, ils sauront que quelqu'un a volé cette adresse parce qu'en fait, c'est un faux client. Il ne devrait pas être contacté. C'est pas possible normalement. Et ils vont savoir qui a volé la base mail. Vous vous dites, ouais, je vais récupérer la base de données de mon ancienne boîte qui m'a fait des crasses. Et derrière, vous allez vous prendre un procès de l'enfer. Vous prenez vraiment des gros risques, quoi. Donc moi, je vous déconseille de faire ça. Moi, je vais simplement vous apprendre à faire les choses bien. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire des trucs sales pour choper des mails. En réalité, n'importe qui peut choper des mails. Et il y a un truc à savoir, c'est que obtenir des mails sans consentement est autorisé pour des adresses mail de type B2B, donc business to business. Donc si vous allez sur un site web et que vous récupérez l'adresse mail contact@ le nom de domaine, vous avez le droit. Même si cette entreprise c'est pas inscrit sur une de vos pages, vous avez le droit. La légalité, c'est un non-sujet si on fait les trucs bien. Ça veut dire aussi que on va pas aller récupérer et shooter des mails de gens qui sont pas dans le B2B. On peut le faire, mais moi, je vais pas vous apprendre à faire ça. Donc maintenant, quels sont les moyens white hat d'obtenir des mails? La première possibilité, c'est vous faites de la pub, vous vendez un truc et vous envoyez les gens sur une page web qui récupère le mail. Très simple, c'est une méthode vraiment bien pour ceux qui savent faire des pubs et qui ont du budget. Moi, j'ai jamais fait trop de pubs. J'ai testé un peu, mais j'ai pas vraiment de compétences dans la pub. Donc, de mon point de vue, c'est un risque que de se lancer dans un pub. Donc, c'est un truc que j'ai écarté direct. Mais c'est une possibilité. Le deuxième point, c'est évidemment contacter des gens sur LinkedIn. Mais comme je vous ai déjà expliqué, moi, je trouve ça un peu lent. Et le troisième point, c'est on va reconstruire des mails valides. Et ça, c'est la méthode que je vais vous enseigner. On va les reconstruire par rétro-ingénierie. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'on va pouvoir le faire, on va pouvoir l'automatiser et donc obtenir des milliers d'emails très facilement
Et je vais vous montrer tout ça. Comment on reconstruit des adresses email. Imaginez que vous allez voir le profil LinkedIn de quelqu'un et qui s'appelle Jean Dupont. Donc cette personne s'appelle Jean Dupont, elle est dans l'entreprise compagnie et le site web de cette compagnie, c'est compagnie.fr. Et en fait, ce qui se passe dans la quasi-totalité des cas, c'est que cette personne va avoir une adresse mail professionnelle de la forme suivante: j.dupont@compagnie.fr ou alors jean.dupont@compagnie.fr. Il va suffire que je teste ces emails pour que je comprenne le pattern de comment l'entreprise écrit ses mails employés. Et donc, si je peux faire ça, après, il va me suffire que je récupère la liste des personnes qui travaillent dans cette entreprise pour que je puisse reconstruire tous les mails. Et donc là, vous voyez que si par exemple une entreprise, elle a, je sais pas moi, 50 salariés, eh ben, j'ai 50 mails. Il suffit que je comprenne la forme du mail. Et ça, évidemment, c'est automatisable. C'est relativement compliqué parce qu'il faut aller automatiser LinkedIn. Moi, je sais le faire, mais j'aime pas trop automatiser LinkedIn trop violemment parce que en fait, j'ai pas envie de mettre en danger mon compte LinkedIn parce que je fais quand même pas mal de business avec ça. Donc, ça serait vraiment dommage. Donc, j'ai pas utilisé cette méthode, mais ça, c'est un truc que vous pouvez utiliser. Une autre manière, c'est tous les mails de type contact@compagnie.fr ou info@compagnie.fr. Quasiment tous les sites web ont des emails de cette forme-là et par défaut, dans énormément de logiciels, ça va vous créer une adresse contact@compagnie.fr tout le temps. Dès que vous avez créé votre nom de domaine, les logiciels vont vous mettre par défaut des adresses comme ça. Et même si c'est pas le cas, la plupart des gens, je suis même pas sûr que ce soit vraiment une règle, mais c'est plus une habitude culturelle en France que les sites web aient ce mail de contact. Donc en fait, c'est une adresse mail qui est attendue sur la plupart des sites web. L'avantage de ça, c'est que il y a très très peu de chances que cette adresse soit un spam trap. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'attend à recevoir des mails sur cette adresse. Donc il n'y a pas de raison que ça soit un spam trap en fait. Le seul moyen que ça soit un spam trap, ça serait des cas très particuliers que j'imagine où, par exemple, il y a un site web, enfin un nom de domaine expiré qui vient d'être acheté par une organisation qui s'occupe de détecter les spammers et qui transforme le contact nom de domaine en spam trap. C'est le seul moyen que je vois. Mais avec la méthode par laquelle on va récupérer ces adresses mail, c'est quasiment impossible que vous ayez des spam traps dedans. Et je vais vous expliquer tout ça juste après. Donc maintenant, la question c'est ok, on sait qu'on va pouvoir reconstruire des adresses email, mais comment on fait pour récupérer les noms de domaine? Première possibilité, ça va être de scraper Google, tout simplement. On fait une recherche, par exemple, si je tape avocat Paris, je vais pouvoir récupérer tous les noms de domaine et du coup, avec un petit algorithme ou avec l'intelligence artificielle, et je vais vous montrer comment faire, on va pouvoir reconstruire ces adresses email. Je trouve ça très lent. Scraper Google, c'est relativement chiant pour plein de raisons. C'est possible, il n'y a pas de souci. C'est juste long. Et pour des gens qui sont pas techniques, c'est pas forcément évident de récupérer des milliers d'adresses, des milliers d'adresses mail de cette manière. Par contre, il y a un moyen vraiment incroyable de faire exactement ce qu'on veut. En fait, il y a un logiciel qui est très connu dans le monde du SEO qui s'appelle SEMrush. Ce logiciel c'est une usine à gaz incroyable quand on fait du SEO. Moi, j'en utilise même pas 1%. Ils ont une fonctionnalité qui est vraiment, vraiment incroyable. Imaginons que je cible les agences de communication. J'en ai pris une au pif sur Internet. Elle s'appelle Nouvelle Vague, donc j'ai mis son site web. Et là, je vais faire une recherche avec SEMrush pour essayer de voir ses stats. Donc je fais la recherche sur ce site-là. Donc il faut bien sélectionner en .fr. Et en fait, ils ont une fonctionnalité là dans Organic Search. Si on descend, bon, il y a plein de trucs, ce tool est incroyable, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est les compétiteurs. En fait, SEMrush
énormément de données et donc est capable de savoir quel site est un compétiteur d'un autre. Parce qu'il se positionne sur les mêmes mots-clés, il parle de la même chose. Ça veut dire qu'en fait, finalement, il tient une liste des sites qui font à peu près la même chose. Donc, par exemple, si je vais regarder celui-là, voilà, c'est une petite agence de communication. Si l'on regarde, agence communication, agence machin. Donc, en fait, c'est que des agences de communication. Et ça veut dire que je vais pouvoir récupérer une liste de noms de domaine qui font globalement la même chose. Et donc, après, ce qu'il me reste à faire, c'est exporter cette liste au format CSV. Et là, vous voyez que j'ai récupéré 26 noms de domaine qui sont très ciblés, qui font globalement la même chose et que je vais pouvoir utiliser pour récupérer les mails. Donc là, j'ai très peu de compétiteurs, mais des fois, vous allez avoir des milliers de compétiteurs. Vous pouvez regarder un peu chacun. Si je prends une agence de communication, je vais prendre à Paris, comme ça va un peu agrandir ma recherche. Bon, là, il y a des... Voilà, par exemple, je vais prendre celle-là. Agence ou la houppe. Voilà, je récupère ça. Donc là, si je regarde en France, il faut bien être sûr de sélectionner en France. Et ben, il y a 485 compétiteurs. Et donc voilà, il y a encore... Du coup, je vais avoir encore de nouveaux... même il y en a plus, il y en a 580. Je vais avoir de nouveaux compétiteurs que je vais pouvoir exporter. Et donc, comme ça, en fait, vous allez pouvoir tester plein de sites dans votre cible et récupérer à chaque fois les compétiteurs. Donc, vous allez avoir des fichiers qui ont 500 contacts, 1000 contacts, 2000 contacts, etc. Et du coup, vous allez avoir différents fichiers CSV. D'ailleurs, je vais mettre CSV plutôt. Voilà. Maintenant, il y a juste besoin de récupérer ces fichiers et de les transformer en adresse mail. Et en fait, pour ça, on va se servir tout simplement de ChatGPT. Comme ça, n'importe qui va pouvoir le faire. Donc, j'ai fait un prompt. Donc, on va prendre les deux fichiers, mais on pouvait en faire des milliers. Hein. Enfin, peut-être pas des milliers de fichiers, mais des milliers de lignes. Et vous mettez ce prompt-là, qui se trouve dans mon article en lien. Donc, en fait, j'ai écrit un article détaillé sur lequel il y a toutes les informations. Vous pourrez... il y a d'autres trucs que je dis pas dans cette vidéo. Et il y a aussi mon prompt. Donc j'ai besoin que tu récupères tous les noms de domaine dans ces fichiers et que tu me fasses les opérations suivantes. Garde uniquement les .fr, retire tous les .gouv, ajoute contact au nom de domaine, puis crée un fichier CSV avec uniquement la liste des emails créés de l'ensemble des fichiers. Ensuite, tu enlèveras les doublons. Donc voilà, je fais ça. Et là, il va commencer à bosser. Donc voilà, ChatGPT a bien bossé. Il a créé ma liste filtrée. Alors pourquoi je la filtre de cette manière ? Parce que des fois, il récupère des trucs qui ne sont pas des .fr et si j'ai envie de cibler uniquement les trucs français, peut-être que je vais louper des sites, mais bon, c'est pas trop grave, on a déjà beaucoup de contacts. Donc vous voyez que là, j'ai récupéré une liste de 254 contacts, ce qui est pas mal. Évidemment, si je répétais l'opération que je vous ai montré des dizaines de fois, à la fin, là, j'aurai une liste de 5000 contacts. Très, très facilement, en 5 minutes, vous chopez 5000 contacts. Donc maintenant, il y a quand même un truc à savoir, c'est que la recherche de compétiteurs, elle n'est pas du tout parfaite. Notamment, vous allez avoir souvent des sites de presse, parce qu'en fait, les sites de presse ont une force dans le SEO qui est démesurée. En fait, ils ont une autorité de domaine gigantesque qui fait qu'ils peuvent parler de n'importe quel sujet quasiment et être bien référencés. Du coup, ils vont être notés comme compétiteurs de beaucoup de sites web, alors qu'ils ne font pas du tout la même chose. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, vous enverrez des emails à des gens, c'est pas votre cible, mais bon, c'est pas très grave. La plupart des gens seront dans votre cible, et c'est ça qui est important en fait. Donc maintenant, vous n'allez pas pouvoir utiliser cette liste telle quelle, parce qu'en fait, dans cette liste mail, il va y avoir des adresses mail qui n'existent pas. Il va y avoir des adresses mail qui sont connues pour reporter les mails non sollicités. Et donc vous ne voulez pas taper sur ces adresses mail-là pour éviter de dézinguer votre réputation. Il faut absolument, et ça c'est une étape indispensable, faire passer ces adresses mail dans un logiciel de vérification d'email. Donc moi j'ai utilisé Million Verifier. Donc Million Verifier, je vais vous montrer, je vais vous mettre un lien en description. Donc si vous utilisez mes liens, ils sont affiliés. Donc pour vous c'est pareil.
Donc, mais au lieu de donner une partie de l'argent à des multinationales, bah, vous le donnez à un créateur de contenu, donc c'est plutôt cool, quoi. Donc, si vous voulez utiliser ces logiciels, passez par mes liens. Donc, moi, je vous propose que des logiciels que j'utilise personnellement. Si j'utilise pas un logiciel, je vais jamais le recommander. Donc voilà. Pourquoi j'ai pris ce logiciel? Parce que il est vraiment pas cher par rapport à beaucoup d'autres qui sont quand même relativement chers. Après, de toute façon, dans le genre de business, de la vérification d'email, c'est très difficile de savoir en termes de qualité. Il va y avoir évidemment des différences, mais c'est quasiment impossible, à part si on a des inside, enfin des infos d'insider, de vérifier la qualité de leur vérification. Bon, évidemment, ils font tous les mails invalides, mais après, ça, ce qui va dépendre, ça va être leur blacklist de mails qu'il ne faut pas contacter. C'est ça qui va être un peu la valeur de leur logiciel, et c'est très très difficile d'évaluer. En tout cas pour moi, j'ai pas d'insight particulier, donc j'ai vraiment basé ça sur la facilité d'utilisation et le prix au millier de mails. Et celui-là est vraiment pas cher. J'ai fait par exemple, je sais pas moi, peut-être 10 000 emails pour même 10 euros, un truc comme ça, à peine. Donc voilà, très simple à utiliser. Vous pouvez poser votre fichier et il vous ressort au bout de. Il va mettre un peu de temps, genre 1 heure à vérifier les adresses. Et puis après, vous aurez vos adresses qui sont vérifiées. Et vous pourrez utiliser ces adresses mail dans votre logiciel de prospection. Donc moi, comme logiciel de prospection, j'utilise Lemlist. Donc pareil, je vous ai mis un lien en description, passez par mon lien. C'est vraiment un logiciel qui est parfait pour la plupart des gens, qui va être bien pour la plupart des gens. Alors pourquoi? Déjà, il est simple à prendre en main. Le service client est incroyablement bien. Franchement, tu leur poses une question, en 2 minutes, ils te répondent et ils sont toujours, ils répondent toujours aux questions. Franchement, service client incroyable. Donc, si vous savez pas faire un truc, vous demandez, il y a des gens sympas qui vont vous répondre, et ça, c'est vraiment le point positif. Un autre point positif, bah, évidemment, il fait ce qu'on attend d'un logiciel d'emailing. Il y a un essai gratos de 14 jours, ce qui va vous permettre de lancer votre première campagne. Mais aussi, il fait l'automatisation LinkedIn, et souvent, en fait, quand on est entrepreneur indépendant, bah, en fait, on est déjà sur LinkedIn, et automatiser LinkedIn, rien que pour envoyer un message de bienvenue aux gens quand ils se connectent à nous, bah en fait c'est tout il fait aussi. Donc vous faites 2 en 1. Pour moi, pour des business de taille, pour des PME ou pour des solopreneurs, entrepreneurs, startups, c'est très bien. Si par contre vous allez vers la masse, si vous vous dirigez vers, moi mon objectif c'est d'envoyer 50 000 emails par mois ou plus, c'est pas un logiciel qui va être adapté. Là, il vaudrait mieux vous diriger vers quelque chose comme ActiveCampaign ou d'autres logiciels qui vont vous permettre de segmenter finement votre base de données en fonction des réponses des gens. Lemlist permet de le faire, mais avec moins de... Disons que c'est moins adapté, et puis en termes de nombre de mails que vous pouvez envoyer, vous allez être plus... Ça va être moins bien pour ce volume. Donc c'est vraiment une sorte de volume et de quelle est notre utilisation. Mais je pense que pour la plupart des gens, et puis pour moi, ça me suffit très largement. J'envoie quelques milliers d'emails par mois, rien de délirant. Donc voilà. Je conseille vivement Lemlist. Alors, maintenant, là, vous vous dites, c'est très bien, Paul, c'est cool ce que tu nous montres, mais où est cette histoire d'Indien, en fait? À quel moment l'histoire, elle commence? Attendez, ça arrive. Donc, en fait, il y a quelque chose que je vous ai pas dit. C'est que ce logiciel, donc SEMrush, c'est un logiciel très cher. C'est un logiciel où le plan minimum commence à 140 € par mois. Et en plus, je suis même pas sûr que dans le plan à 140 € par mois, il y a la liste des compétiteurs. Je suis même pas convaincu de ça. Donc, moi, je me suis dit, bah déjà, même pour moi, j'avais pas forcément envie de payer ça pour faire mes tests. Surtout que moi, il n'y a que cette fonctionnalité qui m'intéresse chez SEMrush. J'ai pas encore de site web où je fais du SEO. À un moment, ça va venir, je vais m'y intéresser, mais c'est pas le moment. Donc, franchement, moi, je trouvais ça pas worth d'utiliser SEMrush juste pour cette fonctionnalité. Donc, j'étais un peu bloqué. Et en fait, c'est là où le début de l'aventure va commencer. Parce que je me suis rappelé d'un truc. Je me suis rappelé qu'il existait des achats de groupe, ou en anglais, ça s'appelle des group buy. Donc c'est quoi? C'est que, en fait,
si tu peux pas, si tu veux pas te payer le logiciel, tu peux le payer à 10 ou à 20 ou à 50. Et donc, après, tu as un compte partagé et vous êtes plusieurs à utiliser le logiciel. Et donc, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur un site web que je vais pas montrer ici en vidéo parce que, en fait, déjà, pour deux raisons. Premier, c'est que ma vidéo précédente a fait beaucoup de vues et je me dis, s'il y a 5000 personnes qui viennent sur le truc, le logiciel va être inutilisable. Parce qu'en fait, ça marche que quand il n'y a pas trop de monde. Mais 5000 personnes, je pense pas que ça scale, quoi. Donc, du coup, moi, je vais mettre les infos dans mon article en description, sur mon blog. D'ailleurs, quand vous arrivez sur la page, inscrivez-vous à la newsletter. Vous allez recevoir très régulièrement des infos vraiment intéressantes sur l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat. Mais je sais que, imaginons, il y a 10 000 personnes qui regardent cette vidéo, il va y en avoir peut-être, je sais pas moi, 0,1% qui vont aller sur mon site. Parce que c'est comme ça. Et du coup, bah, pour ces personnes-là qui auront fait l'effort, et ben, elles auront toutes les informations du site que j'utilise et ils pourront utiliser le même. Mais j'ai pas envie que l'opportunité soit un peu grillée, quoi. Donc après, faites vos recherches, il y a plein de sites qui existent comme ça. Et en fait, moi, je suis tombé sur un site indien très particulier qui proposait SEMrush dans une liste de plein d'autres outils incroyables pour le SEO. Et sauf que, en fait, impossible de payer quand tu es un étranger parce qu'ils acceptent que des moyens de paiement indiens. Et donc, pour les étrangers, ils envoyaient un WhatsApp. Il fallait créer un ticket et envoyer le ticket sur WhatsApp. Donc, j'ai fait ça. Mais au début, franchement, je me suis dit, c'est un scam ce truc. Mais bon, quand tu vois qu'ils proposent tous ces outils pour vraiment pas cher, ils proposaient ça pour 10$ pour un mois. Bon, tu te dis, je vais quand même voir, tu vois. Ça a l'air un peu trop beau pour être vrai, mais bon, je vais tester, quoi. Et là, je tombe sur je parle à un Indien qui, pas forcément très aimable sur WhatsApp. Et franchement, je me dis, mais c'est sûr, c'est un scam, ce truc. C'est impossible que ça soit pas un scam. Mais après, je me dis, bon, pour 10 balles, enfin, en euros, ça fait 9,01 €. Bon, au pire, j'aurais pas perdu grand chose. Mais en plus, au début, je voulais juste acheter SEMrush, qui était à, je sais pas, à 2$. Et le mec me dit, ouais, t'as besoin de SEMrush Now. Maintenant, ça sera 3,5$. Là, je fais, mais c'est cet enfoiré, quoi. C'est vraiment un enfoiré. Donc, je voyais qu'il essayait de me gratter de la thune, même si ça coûte rien, tu vois, pour moi. Mais ça me fait chier de me faire arnaquer, quoi. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, je vais prendre ton plan avancé avec tous les outils à 10€. Donc, je lui ai envoyé, je lui ai envoyé 10$. Et là, j'attends. Et puis, je sais pas, une demi-heure plus tard, il m'envoie un message. Ton plan a été activé. Je fais OK, ça a pas l'air d'être un scam. Et donc, je vais sur le truc. Et en fait, je peux littéralement accéder à tous les outils. Alors après, il y a un petit bémol. C'est que il y a un nombre d'utilisations par jour suivant les plans qu'ils ont pris dans les outils. Et évidemment, s'il y a, là pour l'instant, il n'y a pas trop de monde dessus. Donc, je peux les utiliser. Mais s'il y a par exemple 1000 personnes sur le truc, je suis pas sûr que ça tienne 2 heures qu'on puisse utiliser l'outil pendant 2 heures, quoi. Donc c'est pour ça que je veux pas qu'il y ait trop de gens qui viennent sur le même truc. Donc il y a plein de groupes buy sur internet. Allez chercher vos groupes buy. Prenez pas le même que le mien. Dans le doute, l'article est en description. Mais voilà. En tout cas, je vous ai donné les tuyaux. Maintenant, qui que vous soyez, même si vous n'avez pas jamais envoyé d'email à froid, déjà de 1, vous devriez le faire. Pour moi, c'est un skill que tous les gens qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui sont dans le pôle acquisition d'une boîte devrait avoir. C'est vraiment, on décroche vraiment des contrats facilement avec ça. C'est pas dur, quoi. Et puis en termes de coût par lead, c'est que dalle. Donc vous devriez le faire. Évidemment, spammez pas les gens. Soyez intelligent dans votre mailing. Vous pouvez commencer par rester simple. Après, si vous voulez passer sur des stratégies plus complexes, c'est pas chez moi qu'il faudra aller voir. Mais en tout cas, dans mon guide, il y a aussi, je vais vous aider à setup tout votre environnement pour créer votre nom de domaine, acheter une boîte mail, la connecter avec l'Emlist, tout ça. Je vous apprends à faire ça pour que vous puissiez démarrer
votre envoi d'email et envoyer 100 mails par jour pour décrocher des contrats. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Oh, j'ai même pas envie de dire abonne-toi. Je pense que ça sert un peu à rien. Les gens s'en foutent. Mais écoute, si tu as aimé, manifeste-toi d'une manière ou d'une autre. Allez, ciao.